Bien. Du Parlement européen, il est l'un des membres les plus actifs et respectés de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Il a été rapporteur des directives sur les énergies renouvelables, qui, je vous le rappelle, établit pour la France un objectif à 23% pour 2020, et sur l'efficacité énergétique, qui, de l'aveu même de M. Turmes, me dit-on, a été adopté en juin 2012 grâce au rôle crucial que le nouveau gouvernement français avait joué. M. Turmes est également très actif sur les discussions concernant la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 et sur les questions d'infrastructures et de réseaux d'énergie transeuropéens. Et je pense donc qu'il va sans doute plutôt nous parler de politique énergétique européenne, de ses objectifs, de ses défis et de ses éventuelles implications dans le débat national français. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité pour contribuer à quelque chose qui, aussi vu de Bruxelles et de Strasbourg, est vu comme quelque chose d'important. La France est un des membres fondateurs de l'Union européenne. La France est avec l'Allemagne et l'Angleterre, c'est les trois pays avec le marché et la production d'électricité, aussi la consommation d'électricité et d'énergie en général la plus importante. Donc c'est clair que le débat qui aura lieu en France, et beaucoup plus encore bien sûr après l'été, les conclusions qui vont être prises sur base de ce débat seront extrêmement importants aussi pour anticiper des prochaines politiques européennes. J'arrête un moment pour qu'on résolve le problème technique. C'est fait? Très bien. Donc, merci de m'avoir invité. Alors, M. Mestrallet a dit qu'on est dans un changement de paradigme, dans un moment de changement, et il a très raison. Ce changement, il est bien sûr lié à l'émergence de nouvelles technologies, et c'est clair que l'éolien, le solaire, le biogaz, demain les énergies marines, que c'est des énergies qui sont beaucoup plus décentralisées et qui permettent d'autres acteurs que les anciens monopolistes qui étaient en fait dans le système. Donc ça c'est un. La transition énergétique européenne, elle est en fait basée sur cette analyse qu'il y a de nouvelles technologies, mais il y a, je dirais, en plus 3 éléments fondateurs qui ont fait que l'Europe bouge sur les questions de l'énergie depuis, je dirais, début 2000, avec bien sûr une accélération forte dans les années 2007, 2008, 2010. Donc la première, c'est le changement climatique. Pour nous à Bruxelles et à Strasbourg, c'est clair, un des grands défis de ce siècle, c'est le combat contre le changement climatique. Il faut regarder l'année dernière avec tous ces événements dramatiques au niveau événements extraordinaires ou extrêmes, les coûts que ça engendre en vie humaine, en coûts économiques. Donc il faut qu'on bouge, et c'est clair que la prochaine est probablement, disons, la conférence décisive. Elle aura lieu à Paris en novembre 2015, donc à partir de maintenant, aussi à Bruxelles et à Strasbourg, on est très intéressé à s'allier avec les acteurs donc on est très intéressé à s'allier avec les acteurs
en France pour préparer cette échéance très très importante. Donc, premier élément fondateur, la politique climatique. Deuxième élément fondateur, c'est les statistiques sur la dépendance énergétique de l'Europe. Donc l'Europe vient d'une période dans les années 90 où on était dépendant à 35-40% d'importation de pétrole, de gaz, de charbon, et aujourd'hui on est déjà passé à 50%. Si on regarde les analyses aussi de l'Agence européenne, de l'Agence internationale de l'énergie, si l'Europe ne met pas en place des politiques fortes, nous serons une des zones économiques les plus dépendantes, à la fois géopolitiquement d'importation de gaz, de pétrole, d'uranium, de charbon, mais aussi qui vient aussi avec un énorme coût, surtout sur nos balances commerciales. L'Europe, des 27, a importé en 2000 pour 100 milliards d'euros d'énergie en dehors de l'Europe. À cette époque, c'était 1% du produit national brut des 27 combinés. En 2011, on a importé pour 380 milliards, qui est en fait une combination de à la fois l'Europe, les sources énergétiques traditionnelles, gaz et pétrole en Europe sont en train de décliner, et on est confronté à un monde où la Chine, l'Inde, d'autres pays émergents, par leur consommation, poussent bien sûr vers le haut aussi le prix du pétrole qui a un impact sur le prix du gaz. Donc aujourd'hui, la facture énergétique, et moi j'ai tendance à dire la dette énergétique de l'Europe, elle est à hauteur de presque 4% de notre produit intérieur brut, de notre richesse. Et donc, pour moi, et pour de plus en plus aussi de gens qui font une analyse économique de l'état de l'Europe, c'est clair que notre économie est aussi faible parce que nous sommes un continent qui n'est pas riche en énergie conventionnelle et on n'est pas encore assez efficace et on doit encore plus développer nos propres ressources pour devenir moins dépendant des importations et pour rapatrier au moins une bonne partie de ces presque 400 milliards de chèques qu'on donne en fait en dehors de l'Europe vers la Russie, la Norvège, d'autres pays. Et donc il y a un réel enjeu économique derrière les politiques énergétiques. Et le troisième élément qui a, et c'est un événement plus récent qui a changé, je crois, profondément la donne, c'est Fukushima. Fukushima, et si je peux l'illustrer sur une personne qui a beaucoup d'impact, qui cette semaine était à la une dans certains journaux en France, c'est Madame Merkel. Madame Merkel, ce vendredi, il y a deux ans, elle a pris l'avion le matin pour aller de Berlin à un conseil européen. Pendant qu'elle était dans l'avion, elle a eu la nouvelle de Fukushima. Pendant toute la journée, elle a suivi les événements. Il faut savoir qu'elle est physicienne de formation. Jusqu'à ce jour, elle défendait le nucléaire civil en Allemagne. Elle est rentrée le soir et c'est l'autre matin qu'elle a pris pour elle, personnellement, la décision que l'Allemagne prend trop de risques pour rester dans le nucléaire. Et ça, c'est bon, bien sûr, après, il y a eu toutes les pressions politiques, mais c'est ça qui explique que l'Allemagne, aujourd'hui, a un autre regard sur le risque nucléaire et que l'Allemagne, en fait, a été suivie par l'Italie, par la Suisse et d'autres. Et donc, c'est clair que aussi les scénarios de route 2050 de la Commission européenne, qui avait encore un scénario très haut nucléaire, ces scénarios ont été faits avant Fukushima, vont être révisés à Bruxelles. On ne croit plus beaucoup dans une renaissance du nucléaire, aussi parce que, et j'y reviendrai, il y a la dimension économique. Et cette dimension économique, elle se joue en séjour à Londres. Vous savez, pour ceux qui sont dans le monde de l'énergie, que Londres veut construire
un réacteur nucléaire. EDF est en course sur cet appel d'offres. Et bon, là, on saura bientôt le contrat qui va se faire ou non. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce contrat se fera si EDF obtient 100, 110, 120 euros par mégawattheure, probablement sur 40 ans. Ce chiffre, il faut le regarder en face de l'évolution des énergies renouvelables. Donc l'éolien, il est à 70 sur 15 ans. Le solaire, il est déjà en dessous de 100 aussi sur 15 ou 20 ans. Donc il y a aussi toute une analyse économique derrière, en fait, le scepticisme de certains pays sur le nucléaire. Donc face à climat, dépendance énergétique, un nouveau regard sur la sécurité nucléaire, l'Europe a mis en place et met en place, je dirais, 3 politiques fortes de choix technologiques. C'est l'efficacité énergétique, c'est les énergies renouvelables, c'est les réseaux intelligents, à la fois au niveau transport au-delà des frontières, mais aussi les réseaux intelligents de distribution dans les villes. Et l'Europe ajoute comme 4e priorité un certain nombre de mécanismes de marché, que ce soit le marché intérieur de l'énergie, avec ses règles de concurrence, mais aussi le marché carbone sur lequel je vais y revenir. L'efficacité énergétique, elle devient encore plus importante en ces jours et en amont de ce sommet fin mai des chefs d'État, où la question sera comment est-ce qu'on peut allier compétitivité de l'économie européenne avec la transition énergétique. Et bien sûr, il y aura ceux qui vont dire la réponse est simple, on fait du gaz de schiste. On fait un copie-coller des États-Unis. Le grand risque de ce sommet, c'est qu'il y aura un certain nombre de chefs d'État qui vont pousser dans cette direction, donc il faudra créer des alliances. Moi, personnellement, je crois que sur le gaz de schiste, premièrement, ce qui se joue aux États-Unis, ce n'est pas une révolution, mais c'est une bubble. Donc, c'est une énorme bulle. Et cette bulle, il faut comprendre la différence entre un gisement de gaz naturel conventionnel et un gisement de gaz de schiste. Un gisement de gaz conventionnel, je fais un forage, je tombe bon, je suis bon pour 20-25 ans, où j'extrais la ressource qui est sous le sol. Un forage de gaz de schiste, je tombe bon, j'explore pour 2 ans, 3 ans, 4 ans au maximum. Et après ces 3 ou 4 ans, il faut que je fore de nouveau. Et donc, toute la question aussi aux États-Unis, c'est est-ce que après les premiers gisements très productifs, il y aura assez d'investissements dans d'autres gisements. Donc ça, c'est la question économique derrière le gaz de schiste. Et puis, il y a 2 questions écologiques. Une question qui est l'écologie, disons, locale, pollution de l'eau, très difficile, je crois, à résoudre, toutes les questions de biodiversité, protection des populations. Mais il y a une deuxième question d'écologie globale, et les derniers articles scientifiques qui sont parus sur la question gaz de schiste et les émissions de gaz de méthane montrent plutôt des chiffres très inquiétants. Si c'est vrai ce que les scientifiques ont publié sur les derniers 3, 4, 5 mois, le bénéfice du gaz de schiste par rapport au charbon au niveau d'émissions de gaz à effet de serre va être plutôt anéanti parce qu'il y a trop d'émissions de méthane. Et vous savez que le méthane est un gaz de climat beaucoup plus dangereux encore que le CO2. Donc, moi, je crois que le gouvernement français a fait très bien d'être très, très vigilant et avoir une attitude très, très
comment dire, cautious, prudente sur le gaz de schiste. Donc, cette réponse facile, elle n'est pas là. Et donc, la réponse pour allier compétitivité européenne et transition énergétique, c'est l'efficacité énergétique. Notre première facture énergétique, c'est le pétrole. Est-ce que le gouvernement français, le gouvernement allemand, ou même le gouvernement allemand, français et toute l'Europe réunie, est-ce qu'on a un impact sur le prix par unité de pétrole? Est-ce qu'on a un impact sur le prix du baril? La réponse est claire, elle est non. Donc, le seul moyen pour nous en Europe de diminuer notre facture pétrole, c'est d'agir sur les volumes consommés. Et c'est pour cela qu'on doit continuer à agir proactivement sur les politiques de transport par des normes sur les voitures. La Commission européenne vient d'annoncer des normes sur les camions. On peut gagner 10-15% sur la performance des camions, mais bien sûr, il faut aussi, probablement de façon encore plus poussée, travailler sur tout ce qui est transport public, sur les voyageurs, mais aussi tout ce qui est ferroutage au niveau de marchandises. Encore une fois, le seul moyen pour réduire notre dépendance pétrole, notre facture pétrole, c'est d'agir sur l'efficacité au niveau du transport. Sur le gaz, gaz est pris à l'unité. On a des moyens d'agir et un de nos problèmes, pourquoi le gaz est en fait plus cher aujourd'hui chez nous qu'aux États-Unis, c'est que nos contrats gaz ont des clauses pétrole. Donc, dans chaque contrat avec Gazprom, dans chaque contrat avec Statoil, les Norvégiens, dans beaucoup de contrats avec l'Algérie, vous achetez du gaz et dans le contrat, le prix du gaz dans ce contrat est lié au prix du pétrole. Et donc, comme le prix du pétrole flambe, les prix du gaz flambent. Et donc, sur ça, on a, sur les 10 années à venir, une énorme opportunité parce que 2/3 de tous les contrats viennent à terme. Et donc, il faut plus que jamais une politique européenne coordonnée sur les achats de gaz. Et donc, l'idée d'une centrale d'achat ou au moins l'idée d'une meilleure coordination entre les achats de gaz pour vraiment casser ce qui aujourd'hui ne fait plus sens, qui est en fait les clauses pétrole dans les contrôles, dans le gaz. En plus de cela, le gaz, il est aujourd'hui majoritaire en Europe dans les bâtiments. Donc, il faut dans les bâtiments agir sur l'efficacité énergétique. L'Allemagne a mis en place 2 ou 3 outils qui expliquent sa performance sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Le premier outil, c'est des conseils énergie indépendants. Et donc, M. Mestrallet a avant évoqué une idée qui effectivement existe en Allemagne, qui est en fait le plan rénovation. Mais le plan rénovation en Allemagne, il est plutôt organisé par des acteurs indépendants comme l'ADEME ou les agences régionales de l'énergie allemandes et pas par les acteurs eux-mêmes, parce que c'est clair, si un électricien gère le plan de rénovation, il va me proposer du chauffage électrique. Si c'est un gazier, il va me proposer une chaudière à gaz. Donc le problème de ces plans de rénovation, c'est qu'ils sont un outil indispensable, mais derrière, il faut s'assurer qu'il y ait une indépendance dans ce conseil. La deuxième chose que les Allemands ont mise en place, c'est une formation très très poussée de leurs artisans. L'Allemagne finance la formation des maçons, la formation des artisans par les accords de branche et les accords collectifs entre les patrons et les salariés dans ces branches. Et 3% de la masse salariale sont utilisés pour la formation, par exemple, des maçons en Allemagne. Ce qui explique
que l'Allemagne a eu un instrument pour rapidement mettre en pratique sur le terrain les décisions des lois pour aller plus loin dans les maisons passives, les maisons plus énergie et aussi dans la rénovation qui va très loin. Et la troisième chose que l'Allemagne a mis en place, c'est le financement, un financement qui est assuré par la banque publique KfW en combination avec le budget du gouvernement allemand, et c'est un financement qui est lié à la performance énergétique. Donc au lieu de financer telle ou telle fenêtre ou isolation ou quoi que ce soit, on obtient un crédit en fonction de la performance qu'on réalise dans la rénovation. Et cette performance est même ouverte à ceux qui quand ils n'ont pas les moyens financiers, mais ils ont des mains agiles, ceux qui font les isolations, par exemple, par eux-mêmes. Et cette combinaison des trois instruments a fait que l'Allemagne était très efficace. Et nous, à Bruxelles, on considère ce modèle que les Allemands ont mis en place sur le bâtiment comme un modèle que nous voulons que d'autres pays, pas copient, mais où ils peuvent s'inspirer. Sur l'électricité, qui est bien sûr en France comme dans d'autres pays souvent le débat le plus chaud, et c'est clair que aussi en France, dans la transition énergétique, on va beaucoup discuter sur le coût de la transition électrique. Donc, sur l'électricité, ce qui est intéressant, c'est de regarder les statistiques. Un ménage français, hors chauffage et chauffe-eau, consomme 36% de plus d'électricité qu'un ménage allemand. Et nous, on a longtemps on n'a pas vraiment compris, on connaissait le problème du chauffage électrique en France. Je vais y revenir, c'est plutôt un problème aussi de pointe qui cause des problèmes sur la stabilité des réseaux européens. Mais on est aussi, quand on regarde les statistiques, on voit que le ménage français consomme beaucoup plus d'électricité. Et donc, en quelque sorte, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que le potentiel de réduire la consommation d'électricité dans les ménages français est énorme. Et je crois que ça peut se faire par une politique volontariste au niveau de normes. C'est toute la politique européenne sur les standards minimaux, les labels, où sur les années à venir, on aura 15-20 nouveaux produits qui seront révisés, les réfrigérateurs, les congélateurs, les téléviseurs et donc les autres. Donc sur ça, on peut travailler ensemble, le Parlement européen et le gouvernement français, pour aller plus loin. Et l'autre, c'est bien sûr de l'information, mais peut-être aussi un système de bonus-malus ou autre pour justement inciter, parce que c'est là où il y a la marge probablement la plus grande. Sur le prix par unité de l'électricité, je crois qu'en tant que politique, on est entre deux feux. On est entre le feu, bien sûr, de ceux qui disent, pour des raisons de compétitivité de nos industriels et pour les raisons de la pauvreté énergétique, il faut que ce prix soit au plus bas possible. Et il y a une certaine légitimité pour cela. Mais il y a un deuxième feu qui est le feu de la réalité du moment dans lequel on est au niveau de la modernisation du système électrique en Europe. En Europe, il faudra remplacer 2/3 de tout le parc de production électrique, charbon, nucléaire, ancien gaz, entre maintenant et 2025. 2/3. Et il faudra massivement moderniser les réseaux, à la fois de transport et de distribution. Donc, si le seul moyen d'avoir des investisseurs qui investissent dans de nouvelles centrales, et demain demander à RTE ou ERDF, bon, ils ne peuvent pas investir s'il n'y a pas un certain retour sur investissement. Et donc je crois qu'en tant que politique,
il faut être très responsable sur ce qu'on demande et ce qu'on promet en quelque sorte à la société sur les prix de l'électricité. Et dans ce sens, mon analyse, c'est que comme on est dans un cycle de réinvestissement dans le système électrique en Europe, les prix auront plutôt tendance à augmenter. Bien sûr, et je vais y revenir, il faudra tout mettre en place pour que ces augmentations seront, qu'on va les cadrer. Mais il faut savoir que le plus grand potentiel pour contrôler la facture de l'électricité et donc le coût de l'électricité, qui est en fin de compte ce qui compte pour le ménage et que ce qui compte pour le Lafarge et le Mittal et l'industriel, c'est une meilleure politique sur l'efficacité électrique. Et ça, c'est quelque chose, il faut comprendre que chaque kilowattheure qu'on ne consomme pas, il réduit les coûts de système 2 fois. Donc, ça réduit la nécessité de réinvestir et ça réduit la nécessité sur les réseaux. Et donc, l'efficacité électrique dans l'efficacité énergétique, transport et bâtiment devrait avoir pour des objectifs de coût et de coût de système une plus grande priorité au niveau européen et je crois probablement aussi en France. Donc, deuxième politique, c'est la politique des énergies renouvelables. Sur la politique des énergies renouvelables, je crois qu'en tant qu'Européens, nous pouvons être fiers de ce que nous avons créé. C'est la combinaison entre l'effort de certains pays, le Danemark, l'Allemagne sur certaines filières, l'Autriche sur d'autres filières, l'Espagne à un certain moment, plus la politique volontariste européenne sur la directive renouvelable de 2008 et 2009, qui a fait que ce qui était le plus important en ce moment a été réalisé. Le plus important en ce moment, c'était de baisser les coûts des technologies et de mettre plus de technologies renouvelables à l'avant à des prix compétitifs. Et donc, je vous donne l'exemple sur l'éolien sur terre. L'éolien sur terre était, quand l'Allemagne, sous le gouvernement rouge-vert en début 2000, a décidé la transition énergétique allemande, elle n'a pas été décidée par Mme Merkel. Mme Merkel l'a confirmé, la vraie transition énergétique, le début en Allemagne, c'est début 2000. À cette époque, l'éolien était subventionné à hauteur de 120 € par mégawattheure. Le fait que, grâce au marché allemand, danois, espagnol de l'éolien, on a produit de plus en plus d'éoliennes et les industriels, ils ont appris à mieux produire. Et donc aujourd'hui, le prix, il est entre 70 et 90, donc M. Maestrallet disait avant 80, donc c'est une moyenne. Et le défi pour les acteurs européens dans l'éolien, comme Siemens et d'autres, aujourd'hui, c'est d'aller à 50 € par mégawattheure. Siemens vient d'annoncer qu'ils vont réaliser cela grâce à des optimisations de la production. Premièrement, ils vont amener beaucoup plus d'automatisation et de robotisation dans la fabrication des pales, qui aujourd'hui est un processus très manuel. Et deuxièmement, les mâts, donc les tours en acier des éoliennes, seront standardisés et seront plus des modèles uniques comme c'est le cas aujourd'hui. Et les deux combinés vont permettre de produire de l'éolien encore plus compétitif. Et donc, je dirais, d'ici 2020, on sera à 50 € par mégawattheure. Sur le solaire, ce qui s'est passé sur les derniers 5 ans, même les plus optimistes experts que j'ai croisés dans toutes ces années, ils n'avaient pas anticipé. La combinaison de la volonté politique de la société allemande d'aller de l'avant, de créer un vrai marché pour le photovoltaïque, de créer les premiers outils de production industrielle, à
en quelque sorte alerté le gouvernement chinois, le gouvernement taïwanais, le gouvernement sud-coréen et certains industriels américains. Et donc, aujourd'hui, et suite à la visibilité pour cette technologie créée par l'Allemagne au début des années, fin des années 90, début de 2000, aujourd'hui, il y a une bataille mondiale pour le leadership, donc pour le champion du photovoltaïque. Donc, nous avons déjà gagné la bataille sur le coût du solaire. Les grandes installations solaires vont se faire à 80 euros par mégawattheure dans des endroits tant soit peu ensoleillés, et donc seront moins chers que ce que EDF négocie en ce moment sur un réacteur nucléaire à Londres. Notre combat aujourd'hui en Europe, c'est est-ce qu'on est à même de rester dans la course au niveau technologique et industriel. Parce que les Chinois, ils ont mis le paquet et on accuse les Chinois d'avoir fait du dumping social. Ils le font peut-être dans d'autres domaines, mais il faut comprendre, dans une usine de production de cellules photovoltaïques, le coût de la main-d'œuvre est inférieur à 8%. Le coût le plus important dans une usine de production de cellules photovoltaïques, c'est le coût du financement. Et la Chine a profité du fait que les banques européennes sont fragilisées par la crise financière et ils ont mis le paquet. La Chine a fait, si on peut les accuser de quelque chose au niveau de distorsion de concurrence, c'est le dumping financier. Et la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, bien sûr, c'est qu'eux, ils ont fait les dernières centrales ou les dernières usines de production de cellules photovoltaïques. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous ouvrez les portes d'une usine en Chine, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des logos de l'Allemagne, ou de l'Italie, ou de la Suisse. Donc, les machines pour produire et les gains de productivité phénoménaux acquis sur les derniers 5 ans au niveau de photovoltaïque ont été acquises à cause du savoir-faire de petites et de moyennes entreprises en Baden-Württemberg, en Bavière, dans le nord de l'Italie et en Suisse. Et notre défi aujourd'hui, c'est est-ce que nous pouvons revenir, nous sommes encore les meilleurs dans la recherche sur le solaire, nous sommes encore les meilleurs sur les machines, mais les grandes unités de production se font aujourd'hui en Chine, en Malaisie, en d'autres endroits. Et donc le risque, c'est que si la distance géographique entre nos excellences dans le photovoltaïque et les usines de production devient géographiquement trop important, nous pouvons perdre. Et donc le défi, et c'est un défi que j'entends, du moins le gouvernement français et le gouvernement allemand sont en pourparlers, de discuter comment la France et l'Allemagne et l'Union européenne ensemble peuvent relever ce défi. Et nous sommes en contact avec le centre de recherche du solaire à Freiburg, avec INES, le centre de solaire à Chambéry, avec le centre de recherche qui est près de Bruxelles, et certains industriels du solaire pour réfléchir sur comment utiliser aussi des moyens financiers de l'Europe pour recréer une plateforme de production et d'innovation sur les cellules photovoltaïques. Et ça, c'est un sujet que je crois qui est aussi prioritaire et qu'on doit prioritairement adresser dans la transition énergétique en France. C'est derrière les énergies renouvelables, il y a un enjeu industriel. Et donc, comment rester dans la course sur l'éolien, sur le photovoltaïque, et bien sûr aussi sur l'éolien en mer, où les cartes sont beaucoup moins redistribuées que sur l'éolien sur terre. Et donc, Areva, Alstom, qui sont en train de se mettre en route sur l'éolien en mer, peuvent revenir dans la course. Mais bon, ça dépend un peu de comment on leur donne aussi une visibilité sur les investissements. Un mot sur le biogaz, parce qu'il a été évoqué par M. Mestrallet.
le biogaz est une partie très importante de la transition électrique en Allemagne. Il y a un aspect qui est un peu où ils sont allés trop loin, c'est que le prix qu'ils ont mis est trop bas pour utiliser du seul lisier, et donc les agriculteurs se sont mis à cultiver massivement du maïs. Ce qui est bien sûr un problème au niveau de la biodiversité ou des monocultures. Et donc, moi, mon analyse, c'est de dire le biogaz, il faut veiller à ce qu'il s'insère dans une politique agricole qui soit aussi, comment dire, qui a une rotation de culture, et il faut insérer la politique du biogaz dans la politique de la protection de l'eau. Parce que une bonne politique du biogaz est une politique qui utilise de façon beaucoup plus contrôlée le lisier. Et donc, il évite la pollution par les nitrates issus de l'agriculture. Et il y a des régions, par exemple en Allemagne, où c'est le consommateur de l'eau potable qui paye une partie de la mise en place de centrales de biogaz. Avec le raisonnement derrière, pour avoir des centrales de biogaz, je dois collecter le lisier, je peux faire un contrat avec l'agriculteur sur la façon de cultiver, sur la façon d'épandre. Et donc, moi, mon conseil aussi pour éviter des surcoûts dans le financement du biogaz qui va se répercuter sur le client électricité ou gaz, c'est de voir si on ne peut pas financer une partie de cette politique par en fait, la protection de l'eau, et c'est justifié de le faire. Dernier point, donc efficacité énergétique, énergie renouvelable, les réseaux. Les réseaux de transport et les réseaux de distribution vont être une pièce maîtresse parce qu'ils permettent justement d'optimiser la combinaison d'éolien, de solaire, de biogaz et de centrales à gaz. Et donc, il faut avoir des politiques ambitieuses en matière de politique au-delà des frontières sur le transport d'électricité et de gaz. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place en Europe avec le paquet infrastructure et le combat que nous menons au Parlement, en partie contre les gouvernements, pour avoir plus d'argent pour ce qu'on appelle la Connecting Europe Facility, donc l'argent qu'on pourrait mettre à disposition pour investir dans les infrastructures entre les pays. Et donc le deuxième débat, c'est bien sûr sur la distribution. Et ce qui est génial, c'est que nous sommes à l'âge de l'Internet et nous sommes à l'âge des microprocesseurs. Donc, la décentralisation des technologies, l'éolien, le solaire, le biogaz, il y a 40 ans, on aurait été confronté à un vrai problème technique. Comment planifier, comment intégrer cela dans le réseau? Aujourd'hui, grâce à l'informatique, on a des outils très très performants, et c'est pour ça que en Danemark, qui a des jours où ils ont plus que 50% d'éolien dans le réseau, l'Espagne a des jours où ils ont plus que 50% d'éolien dans le réseau. Donc l'Espagne et le Danemark, ils connaissent des jours de pénétration de renouvelables beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts en pourcentage que l'Allemagne. Et le Danemark et l'Espagne maîtrisent parfaitement parce qu'ils ont mis en place des centres de commande, les réseaux nécessaires pour maîtriser cela. Donc ça m'amène à mon dernier point sur les marchés. Donc l'Europe a mis en place le paquet climat. L'Europe a aussi mis en place le marché européen de l'énergie, de l'électricité et du gaz. Et donc, sur ce marché de l'électricité et du gaz, il y a la séparation entre le réseau et la production, il y a les régulateurs indépendants, et juste une anecdote, quand Mme Merkel a décidé
de fermer 8 centrales nucléaires après Fukushima. Elle pouvait le faire seulement parce qu'on avait séparé les réseaux de la production d'électricité. Parce que les réseaux d'électricité n'étaient plus en fait dépendants de celui qui produisait de l'électricité, il y avait une indépendance d'information. Et donc c'est en discutant, dans des discussions entre le gouvernement allemand et le régulateur allemand et les opérateurs de réseau allemands, qui se sont rendus compte jusqu'où ils pouvaient aller dans la fermeture d'un certain nombre de centrales. Et donc, cette séparation de réseaux a augmenté la transparence dans le système européen de l'électricité et du gaz. Le défi en ces jours sur le marché de l'électricité, c'est le problème que M. Mestrallet a évoqué avant, c'est comment financer dans ce marché surtout les centrales à gaz, qui seront complémentaires aux renouvelables. Et nous sommes confrontés à un problème majeur, c'est qu'il y a 3 ou 4 ans, nous pensions que par le système européen et les politiques européennes de climat mis en place, donc le système des quotas de certificats, on aurait un prix de 25 à 30 euros par tonne de CO2, et ce prix, il permettrait que les centrales de gaz tourneraient et que les centrales à charbon, du moins certaines, seraient trop chères parce qu'ils devaient payer aussi pour la pollution et donc sortiraient de ce qu'on appelle techniquement le merit, l'ordre de mérite sur les bourses de l'électricité. Le fait que le prix s'est effondré et que maintenant on est confronté à un prix de 3 au lieu de 30 a fait que le charbon est de nouveau compétitif et que les centrales à gaz, même les plus modernes, produisent à perte. Et donc, dans ce sens, le vote au Parlement européen d'il y a 3 semaines sur la correction du système européen des quotas qui a mal tourné est un mauvais signal. Et personnellement, je crois que le seul moyen entre aujourd'hui et 2015-2016 pour stabiliser ce marché, c'est la mise en place de prix planchers nationaux sur ces marchés de carbone et bien sûr pour éviter un émiettement contre-productif. Moi, mon idée, c'est qu'après les élections en Allemagne en septembre, il y a un accord entre la France et l'Allemagne pour décider conjointement un prix plancher franco-allemand qui sera un prix plancher annoncé sur les prochaines années, qui va nous amener vers 15-20 euros, et bien sûr, en même temps dire que les deux gouvernements vont ensemble aussi se battre pour une réforme structurelle du système européen des quotas d'émissions. Et donc, tout cela, c'est bien sûr lié, et je reviens et je conclus, aux discussions sur les objectifs 2030. Donc, le débat est lancé à Bruxelles sur quel objectif européen pour l'année 2030, sur le changement climatique, sur l'efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables. Et M. Mestrallet, il a dit avant quelque chose de très important. Toute législation que nous faisons, en fin de compte, ce qui compte par après, c'est que nous déclenchons des investissements. Et donc, aussi longtemps que l'Europe ne définit pas ses objectifs efficacité énergétique, énergie renouvelable et climat pour 2030, Gaz de France Suez, EDF, E.ON, RWE ou d'autres, ils seront dans le brouillard le plus complet dans quoi investir. Parce que c'est seulement quand je sais plus ou moins où sera la demande de l'électricité en Europe, où sera la production d'énergie renouvelable en Europe, que je peux savoir plus ou moins quelle est la demande ou la production résiduelle issue de turbines gaz dont j'ai besoin pour équilibrer le système. Et donc, ce débat est un débat climat, c'est un débat sécurité énergétique,
mais c'est bien sûr aussi un débat compétitivité de l'économie européenne et visibilité pour les investisseurs européens. Merci. Merci infiniment pour cet exposé, je crois qu'il était très, très clair et très percutant sur ces perspectives européennes et sur ces comparaisons. Je vous remercie d'autant plus que je sais que vous êtes remonté du Sud pour venir aujourd'hui ici. Donc, c'est pas beaucoup plus beau alors. Il y a des questions. Cédric Philibert, j'ai vu un doigt se lever. Est-ce qu'il y en a d'autres? Cédric, vas-y. Merci, Cédric Philibert, référent du groupe des experts sur les renouvelables. Et par ailleurs, je travaille à l'AIE, comme tu sais. Après des années de coexistence pacifique, je me découvre un sujet de controverse avec toi, donc les gaz de schiste, qui ne sont ni une bulle, et les études qui montrent que les effets sur le réchauffement global sont les mêmes que celles du charbon sont, à mes yeux, extrêmement tirés par les cheveux. Mais je pense qu'on va laisser ça de côté pour aujourd'hui et aborder deux autres sujets sur lesquels j'ai un commentaire et une question. Le commentaire, c'est sur les centrales à gaz. Je pense qu'il y a un peu une confusion qui a été initiée par l'orateur précédent entre deux sujets qui sont quand même bien distincts. Il y a le sujet des capacités pour passer les pointes, et qui ne sont pas forcément des centrales à gaz à cycle combiné, qui se rentabilisent normalement sur 4000 heures de fonctionnement annuel, donc qui sont plutôt des turbines à combustible ou de l'effacement ou des choses, ou des installations de pompage hydraulique, etc. Donc ça, c'est un sujet dans lequel les renouvelables, et en particulier l'éolien, puisque l'éolien contribue à la pointe, ont une vraie responsabilité en réduisant les heures sur lesquelles ces installations peuvent se financer. Et un autre sujet qui est celui des centrales de mine-mérite ou de base, sur la compétitivité relative du charbon et du gaz naturel, sur lesquels, là, effectivement, l'absence d'un prix du CO2 pose un problème majeur à la compétitivité du gaz par rapport enfin, déplace les équilibres. Et je pense que c'est quand même deux sujets distincts et qu'en gros, les renouvelables ont à peu près rien à voir avec le deuxième, alors qu'ils ont certainement à voir avec le premier. La question maintenant, c'est à propos du photovoltaïque. Est-ce qu'à ton avis, la possibilité de faire un jour à nouveau, de façon massive, des cellules photovoltaïques en Europe doit être mis comme une condition sine qua non du développement du photovoltaïque en Europe? Sachant qu'aujourd'hui, les modules, c'est 40% ou plus de la valeur des installations, celle où la part des modules est la plus élevée, les installations au sol, les cellules 25%. On ne fabrique plus en Europe des écrans plats, ça n'empêche pas qu'on en installe au ministère de l'écologie. Est-ce qu'il faut pas, éventuellement, évidemment ça serait mieux de les fabriquer chez nous, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi admettre que c'est éventuellement une commodité mondiale qui vaut pas cher et que l'essentiel de la valeur va se situer en amont et en aval, par la vente des machines, des brevets, etc. Il y a aussi d'ailleurs des Français qui ne sont pas mauvais dans cette affaire. Et en aval surtout, je dirais notamment, la France est leader mondial dans l'hydraulique et il y a un énorme rôle pour le pompage-turbinage s'il y a beaucoup de photovoltaïque et d'éolien. Bon, est-ce qu'on ne s'y retrouve pas là aussi et est-ce qu'on n'a pas tout simplement intérêt à aller vers les énergies les moins chères et le photovoltaïque sera certainement, à partir de maintenant, en gros, une des énergies les moins chères dans le bouquet. Merci. Merci pour les remarques sur le gaz de schiste. Bon, il faut quand même comprendre qu'il y a une énorme différence sur la géologie du gaz conventionnel et du nouveau. Et donc, moi, je suis assez sceptique par rapport à pouvoir répliquer ce qui se passe aux États-Unis. Ça ne va pas se faire en Europe. Donc, il faut aussi... Et moi, je suis assez content que le gouvernement français a osé avoir une position très clair sur cette question. Donc, sur la gestion de la pointe, et c'est une des choses que, je ne sais pas si en France, vous le discutez, dans les rapports de ENTSO-E, donc le rapport des gestionnaires de transport, le problème, le stress numéro 1 annuel, identifié par les transporteurs de réseau en Europe, c'est quand il fait froid en France. Donc, il faut vraiment comprendre que
les jours où il fait très froid en France et où la France tire un maximum sur toutes ses capacités et engendre même que le charbon allemand tourne au max, c'est des jours de grand stress. Donc, je crois dans la transition énergétique, aussi pour cette raison-là, il faut vraiment reconsidérer, disons, cette très grande priorité qui a été mise en France sur le chauffage électrique, parce que c'est aussi aujourd'hui, si on parle de sécurité ou insécurité d'approvisionnement sur le réseau électrique, ça c'est beaucoup plus dangereux que toutes les éoliennes qui tournent. Donc il faut aussi voir, il faut mettre un peu en perspective ce qui considère un vrai risque et ce qu'on peut maîtriser. Et donc sur les marchés, sur en fait comment inciter l'investissement dans des centrales gaz et avant ça bien sûr travailler sur la demande et la réduction de la demande de la pointe. Moi, je suis assez inquiet du fait que maintenant, chaque gouvernement essaye de le faire individuellement. Donc la France est en train d'élaborer un mécanisme de capacité pour la France. L'Allemagne est en train d'élaborer un mécanisme de capacité pour l'Allemagne. La Belgique est en train de faire un mécanisme pour la Belgique. Donc, à un moment où, de facto, le marché allemand de l'électricité, il n'existe plus. Le marché français de l'électricité, il n'existe plus. Le marché européen de l'électricité n'existe pas encore. Donc, vous pouvez dire où est le marché. Mais la réalité physique du marché de l'électricité dans notre région d'Europe, c'est le marché pentalatéral entre France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Autriche, et une partie du Danemark. C'est ça la réalité des flux physiques et du fonctionnement même des bourses de l'électricité. L'écart entre les prix à la bourse de Paris, à la bourse d'Amsterdam et la bourse de Leipzig, elle est dans un mouchoir. Dans 90% de tous les moments de l'année, le prix est le même. Et donc, suggérer que maintenant on fait une réponse nationale française ou une réponse nationale allemande à un problème qui est réel serait un énorme retour en arrière. Et c'est pour cela que moi, je veux que le gouvernement français et allemand et les gouvernements du Benelux travaillent ensemble pour regarder premièrement, est-ce que les surcapacités qui existent aujourd'hui aux Pays-Bas, qui existent aujourd'hui encore en Autriche, est-ce qu'ils ne peuvent pas combler les déficits qui seraient à un certain moment dans l'Allemagne du Sud. Donc, c'est trop tôt pour aller vers des systèmes nationaux parce que ce serait une énorme régression. Et donc, j'espère qu'on va trouver une réponse, si elle n'est pas européenne, au moins une réponse entre France, Allemagne, les pays du Benelux et l'Autriche sur comment mieux intégrer les signaux prix dans ce marché de l'électricité. Sur le photovoltaïque, ce n'est pas une condition parce que vous avez raison. La valeur, la proportion économique de la cellule photovoltaïque dans un investissement photovoltaïque, il est en train de chuter parce que les prix chutent. Donc, il est tendance plutôt 40%, 35%, 30%, et dans les grosses installations, il va vers 20%. Donc, la valeur ajoutée d'une installation photovoltaïque en Europe, elle est toujours européenne, parce que les ouvriers qui la mettent en place, ça c'est 50% du chiffre d'affaires, et ces ouvriers, ce n'est pas des Chinois, c'est des Français, ou c'est des Allemands, ou c'est des Belges, ou c'est des Luxembourgeois. Donc, mais le défi, c'est est-ce que il faut voir ce que le gouvernement chinois a écrit dans son dernier programme de 5 ans. Et dans son dernier programme de 5 ans, le gouvernement chinois dit le photovoltaïque, c'est une technologie clé pour ce siècle, donc on veut que la Chine assume un leadership mondial. Et derrière, ils disent aussi sur l'outillage et les machines. Et donc,
le défi, c'est est-ce que... et ça, c'est quand même une expertise industrielle. Donc, moi, je ne sais pas si on va gagner le pari, mais il faut comprendre que le marché du photovoltaïque, il est saturé sur les 3 années à venir, mais vers horizon 2016-17, si à ce moment-là, on revient avec un projet sérieux franco-allemand et européen, on peut revenir dans le jeu. Et moi, je veux aussi qu'on garde une certaine compétence sur l'outillage et les machines qui font évoluer la technologie. Merci. J'ai une question d'un internaute ou d'une internaute, je ne sais pas. Comment les entreprises peuvent-elles engager des investissements colossaux alors que la consommation et donc le chiffre d'affaires vont diminuer? Une hausse des prix sera-t-elle suffisante? Ça fait aussi écho à une question qui a été posée tout à l'heure à M. Mestralet. Est-ce qu'il y a d'autres... Sonia Lioret, allez-y. Sonia Lioret, France Énergie Éolienne. Vous parliez donc du PV sur l'importance d'avoir justement une alliance déjà franco-allemande puis européenne pour l'industrie. Est-ce que le même raisonnement ne devrait pas être fait aussi pour les autres énergies renouvelables? Je pense bien évidemment en particulier à l'éolien, où on a l'avantage que ce soit lourd à transporter et donc il faille mieux être près des sites de production. Mais on voit aussi quand même une concurrence chinoise qui monte très fort et peut-être voilà l'importance de créer dès maintenant, sans attendre une crise telle que celle du photovoltaïque, mais avoir ce même raisonnement maintenant pour l'industrie éolienne. Donc sur qui va financer cela? Pour moi, les investissements dans la transition énergétique, le coût de la transition, c'est un débat qui est très difficile parce qu'il faut regarder très loin dans le futur et il faut voir qu'est-ce qu'on dépense et qu'est-ce qu'on gagne. Rénover un bâtiment, bien sûr, c'est une dépense, mais c'est aussi un énorme gain. Premièrement, on diminue la facture énergétique et deuxièmement, on crée de l'emploi. Et donc, pour moi, la question est moins le coût de la transition, mais les mécanismes de financement de la transition. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder qui a financé la transition électrique en Allemagne. La transition électrique en Allemagne a été financée à 40% par les citoyens, à 12% par les agriculteurs, par des investissements massifs dans le biogaz, et seulement à hauteur de 10% par les électriciens eux-mêmes. Et donc ça c'est déjà une réponse. Et au moment où j'ai créé des politiques qui donnent une visibilité dans le futur, il y a d'autres investisseurs que les investisseurs traditionnels qui vont investir aussi parce que les technologies, tout le monde peut investir dans l'éolien, tout le monde peut investir dans le biogaz, tout le monde peut investir dans le solaire. Donc on est beaucoup moins dépendant de quelques monopoles ou oligopoles. Et bien sûr, sur le financement, sur le bâtiment, moi je suis un adepte de ce que l'Allemagne a fait. Donc la combination entre budget national plus une banque publique qui va de l'avant, plus de la formation. Donc les Allemands, ils ont réussi à drainer une bonne partie de l'épargne allemande dans de l'investissement productif dans les bâtiments. Et c'est d'ailleurs dans le débat entre le PS et Mme Merkel de la dernière semaine, qui était un débat un peu caricaturel, il faut comprendre que les politiques de l'austérité au niveau européen, ils vont contre un mur. Mme Merkel le sait aussi depuis 3 mois parce que l'économie allemande est en train de connaître une stagnation. Donc, au lieu de faire un débat qui est un peu stérile, ce que moi je veux, et on travaille dessus, c'est un vrai projet de relance de l'économie européenne. Et cette relance de l'économie européenne, avec des financements de la Banque européenne d'investissement, avec des financements du budget européen, avec l'aide des banques publiques en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, elle peut se faire sur l'énergie, sur la recherche, sur les petites et moyennes entreprises. Et une des choses intéressantes, c'est que
la population allemande est très très sceptique sur créer du crédit et investir. Parce qu'ils disent, et ils n'ont pas complètement tort, que le début de la zone euro a créé une frénésie de crédit dans des produits de consommation. Donc c'était une bulle d'air. Et une fois que l'argent était parti, ces pays de l'Europe du Sud, ils sont retombés. Et donc, la magie de ce moment, c'est comment créer une dynamique entre France, Italie, Espagne, Grèce, qui veulent un programme de relance européen, et sur une agenda politique que l'Allemagne est prête à faire. Et l'énergie, la transition énergétique, les Allemands sont prêts à mettre de l'argent dans les énergies renouvelables dans le sud de l'Europe. Ils sont prêts à mettre de l'argent dans les réseaux. Ils sont prêts à un énorme programme de l'offshore éolien. Donc prenons les Allemands au mot et construisons une relance européenne sur l'énergie. Je crois qu'il faut... il ne faut pas dramatiser aussi la situation, et il faut aussi regarder, on est dans une économie globalisée. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas, comment dire, où la Chine ne fait pas du dumping évident, où la Chine ne fait pas de l'espionnage industriel systématique, bon, c'est difficile de dire on va protéger, on va protéger. Donc, je crois qu'il ne faut pas être naïf d'un côté. Il faut avoir des programmes, notamment sur l'éolien offshore, parce que ça c'est un domaine où l'innovation et les coûts peuvent encore diminuer. Là, il faut que l'Europe avance. Sur l'éolien onshore, je crois que les acteurs européens sont assez bons. Et donc, bien sûr, s'il y a des attaques déloyaux, il faut les contrer. Mais sinon, il faut clairement, il faut quand même pas tomber dans la surenchère. Merci. J'ai une question d'un internaute qui est la suivante. Il me semble qu'on y a peut-être un petit peu répondu, mais on va la poser, qui est: pourquoi, selon vous, l'efficacité énergétique tarde autant dans le bâtiment ? Parce que c'est complexe à mettre en place. Il faut des acteurs bien formés, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut des modèles, clés en main. Le problème aujourd'hui, vous faites une rénovation, vous avez 10 à 12 corps de métiers différents qui viennent de votre maison de façon non coordonnée. Donc ça coûte énormément, c'est une énorme perte de temps. Donc les pays qui ont réussi à avoir des rénovations, un nombre de rénovations important, c'est des pays qui ont beaucoup réfléchi aussi sur les structures. Et donc, même à Luxembourg, en Autriche, et je ne sais pas à tel point en France, ce qu'il faut, c'est des artisans de différents camps de métiers qui se mettent ensemble et qui donnent des offres complètes. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut. Et puis, il faut donner, bien sûr, un investissement, pas un investissement, des méthodes de financement. Un grand problème de l'efficacité énergétique, c'est que la plupart des programmes, ils sont faits pour les classes moyennes et les classes supérieures. Donc, c'est souvent des programmes d'incitation et de crédit. Alors que nous avons, dans cette crise économique, une énorme frange de nos populations qui n'ont pas d'argent liquide et qui ne peuvent pas préfinancer des travaux. Et donc, un des éléments prioritaires, c'est aussi chaque fois qu'on fait de l'efficacité énergétique, il faut aussi réfléchir à avoir un programme pour la partie de la population qui ne peut pas avancer de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui, dans beaucoup de pays où on n'a pas fait assez d'attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, monsieur Lébert, Jean-Yves Lébert. Oui, bonjour. J'ai noté que vous souhaitiez un accord franco-allemand pour fixer un prix plancher du carbone, ce qui semble être une bonne
une bonne nouvelle, compte tenu de ce qui nous a été expliqué par M. Mestrallet et vous-même. La question que je me pose, c'est en termes de compétitivité de l'Europe par rapport au reste du monde, et quels sont nos moyens d'agir pour un monde plus vertueux, un reste du monde aussi vertueux que ce que nous pourrions prétendre être à l'intérieur de l'Europe par cet accord. Bien sûr, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en ce moment pour dire qu'il faut un mécanisme aux frontières. Donc, il faut que l'industriel chinois ou ukrainien qui exporte de l'acier en Europe paye pour le CO2. C'est une bonne idée, à condition que l'industriel européen paye quelque chose pour son CO2. Aujourd'hui, des entreprises comme BASF, ils n'ont jamais payé pour une seule tonne de CO2 parce qu'il y a eu surallocation dans le système. Monsieur Mittal, il a même fait énormément d'argent sur le système, donc il a gagné de l'argent. Donc il faut. Moi j'étais à Bruxelles, un des seuls à défendre un mécanisme aux frontières, mais avec un système où les industriels européens payent vraiment pour le CO2. Et on a créé un système avec les allocations gratuites des certificats. Aujourd'hui, un industriel, il a presque plus intérêt à fermer une usine, à prendre l'argent et à s'en aller. Et au lieu d'avoir un système où l'industriel européen paye, une partie de cet argent est recyclée pour l'aider à moderniser son outil industriel, qui était d'ailleurs l'idée c'est la politique que le Danemark a fait pendant toute l'année 90 et qui était à l'origine de taxes carbone et autres, des discussions sur taxes carbone et autres. Et à ce moment-là, même l'Organisation mondiale du commerce va accepter, bien sûr, que ceux qui livrent dehors dans le marché européen doivent payer. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas mis en place un système où l'industriel européen paye quelque chose, je ne peux pas demander un traitement carrément qui serait pénalisant pour celui qui exporte à l'extérieur. Donc notre combat en ce moment, il est double. Premièrement, une mesure d'urgence pour rétablir un prix, et le seul moyen, parce que l'année prochaine, il y a élection au Parlement européen, il y aura une nouvelle Commission européenne, donc on n'est pas en mesure de faire une nouvelle loi européenne en codécision entre le Parlement européen et les 27 gouvernements sur le système après 2020. Donc on ne peut pas faire une réforme structurelle profonde à ce moment. Donc elle se fera après les élections, fin 2014-2015. Et donc il faut une mesure de sauvegarde, et c'est pour ça que je veux un prix plancher pour que le marché ne s'effondre pas complètement. Et après, il faut revenir dans un système européen avec une visibilité forte sur 2030, avec, et là vous avez tout à fait raison, et c'est un combat que nous, en tant que Verts au Parlement, on mène, avec des outils d'innovation industrielle et en fait quelque chose qui va tirer le marché mondial aussi de la performance des industriels vers le haut. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Oui, monsieur Hugues. Frédéric Hugues. Merci. Oui, une question très simple. Vous avez demandé tout à l'heure à Gérard Mestrallet quelle était sa position sur les objectifs en matière de renouvelables à échéance 2030. Et je voudrais vous demander quelle est votre propre position sur les différents objectifs en matière de CO2, de NR, d'efficacité énergétique, et pourquoi? Moi, je me suis battu pour qu'aujourd'hui, on a en fait le paquet climat. Et je dois dire qu'à l'époque, avec le gouvernement Sarkozy et Borloo, au niveau européen, ils nous ont aussi aidés à finaliser ce paquet. Donc, et en fin de compte, imaginez un moment où est-ce qu'on serait en Europe aujourd'hui si on n'avait pas fait des lois contraignantes sur l'efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables, et si on dépendait du seul marché carbone avec toutes les imperfections qu'il a aujourd'hui. Donc on serait vraiment face à un complet désastre. Donc aujourd'hui, le fait qu'on a trois politiques, trois objectifs nous permet qu'il y a une politique qui est moins bien formatée, celle sur
climat, sur les quotas d'émissions. Donc, parce qu'on a les deux autres de façon très solide, les investissements continuent. Et donc, c'est aussi basé sur cette expérience que les investisseurs, ils ont besoin de visibilité. Et la visibilité, je ne peux pas la donner par un seul prix carbone. Vous devez comprendre que la rénovation profonde, la rénovation d'une maison, ou une maison nouvelle, efficace, si je devais l'impulser par un prix carbone, il me faudrait un prix carbone de 300, 400. Les voitures efficaces, il me faudrait un prix carbone de 500. Donc, le prix carbone, ce qu'il peut arriver à faire, c'est un massage de fond, et s'il est bien fait, il peut éliminer le charbon et faire venir le gaz dans le système électrique. L'efficience énergétique, c'est une question de politique, de standards, vraiment de politique pure et dure. Et les renouvelables ont besoin d'une visibilité. Aussi, premièrement, pour que les investisseurs qui sont les banques derrière aient une visibilité, et donc c'est un investissement lourd, donc il faut que ça se passe avec des crédits qui sont à des taux peu élevés. Et la deuxième raison, je l'ai expliqué avant, c'est que même quelqu'un qui veut investir dans le gaz, il n'a aucune idée de combien de centrales de gaz l'Europe a besoin en 2030 s'il ne sait pas quelle sera plus ou moins la demande de l'électricité. Donc si je n'ai pas de politique d'efficacité énergétique, je dois faire comme ça, elle est là ou elle est là. Et sur les renouvelables de même. Et donc, le fait de définir au niveau européen des objectifs efficacité énergétique, des objectifs renouvelables, sont en fait la précondition pour bien situer le plafond du marché carbone et derrière pour donner une bonne sécurité d'investissement à tous les acteurs, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'électricité. Et les ordres de grandeur, c'est 40-45% pour les renouvelables. Sur l'efficacité énergétique, on est en train avec un certain nombre d'experts de faire des calculs. Et sur le climat, les 40% qui sont annoncés, d'après nous, ça ne suffit pas. Il faut aller probablement au moins à 50% si on veut respecter ce que le GIEC et d'autres disent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, devant. Enfin, presque juste devant. Oui, bonjour, Élise Bourmeau, Fédération des services énergie et environnement, donc principalement réseau de chaleur, biomasse, énergie, etc. Vous avez situé l'enjeu électrique de façon très forte en expliquant son impact financier sur les réseaux et la distribution, la production même, en termes d'investissement à l'échelle européenne. Mais on a vu tout à l'heure avec M. Mestralet que la chaleur avait un poids très fort, que vous avez d'ailleurs recité à l'occasion du problème de la pointe en France et du chauffage électrique. Ce débat européen sur le chauffage est-il vain, ou parce qu'on entend peu parler finalement de chaleur? Ça serait quand même important, puisqu'on est dans le débat français en train de se poser la question de qu'est-ce qu'il faut pousser, d'avoir votre retour aussi sur les Stadtwerke allemands, sur les réseaux de chaleur allemands, sur la biomasse sèche, parce que vous avez parlé de la biogaz, biomasse humide, méthanisation, mais sur la biomasse sèche, quelle est votre position et vos recommandations, puisque M. Mestralet a cité le retard de la France, donc le poids de la chaleur aujourd'hui et sa façon d'être gérée en France, qui n'est pas forcément très, très bonne, avec un réseau de chaleur qui représente très peu comparativement à d'autres pays d'Allemagne et d'Europe du Nord. Donc M. Mestralet a raison, la France a un énorme retard sur les réseaux chaleur. Et donc, d'un côté, sur la ville de Paris, il y a deux réseaux qui sont énormes et donc qui servent un peu en projet phare, mais derrière, il y a très peu. Donc, il faut comprendre que dans la directive efficacité énergétique qu'on a conclue l'année dernière, il y a tout un chapitre sur la cogénération. Et si vous combinez ce chapitre avec le chapitre biomasse dans les énergies renouvelables, vous allez très vite comprendre que l'Europe pousse en fait les gouvernements nationaux vers des réseaux chaleur alimentés à base de biomasse. Donc nous allons dans cette direction. Et d'ailleurs, il faut comprendre que
les réseaux chaleur, par exemple au Danemark, il y a 80% de tous les ménages et de la demande de chaleur qui est connectée à des réseaux chaleur. Et donc le Danemark, aujourd'hui, utilise aussi les réseaux chaleur comme un moyen de gérer la variabilité de l'électricité. Donc, dans le système énergétique du futur, ça joue un rôle. Là où, bien sûr, les évolutions techniques donnent un peu une autre image, c'est au moment où je construis un nouveau lotissement. Parce qu'aujourd'hui, je peux faire des maisons plus énergie, et donc la question se pose sur si je peux faire des maisons ou des appartements zéro énergie ou plus énergie. Donc là, donc il y a des réseaux soleil alimentés par le solaire ou la géothermie qui peut faire sens dans ce cas. Mais sur les lotissements nouveaux, il faut vraiment regarder le cas pour cas. Dans les centres-villes où c'est pas en 5 ans que je vais rénover tous les bâtiments, mais c'est plutôt sur 30-35 ans, il fait sens d'investir dans les réseaux chaleur. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je dis ça lentement pour vous donner le temps de lever le doigt. Il me reste qu'à vous remercier infiniment. Je crois que c'était Allez-y alors, au contraire. Oui, allez-y, pardon. Parce que ne vous laissez pas brider par moi. La France est le pays qui a le plus de nucléaire au monde et j'ai l'impression que dans ce débat sur la transition énergétique, on ne veut pas discuter du nucléaire. Monsieur Mestrallet, il a discuté de tout, mais pas du nucléaire. Ça dépend qui, vous savez. Oui, mais bon, c'est... j'ôte ma casquette de député au Parlement européen pour prendre ma casquette de citoyen luxembourgeois. Vous devez aussi comprendre que le Luxembourg a pris, dans les années 80, la décision de ne pas avoir de centrale nucléaire. Et puis, la France a construit 4 de l'an. Donc, bien sûr, nous respectons à Luxembourg la souveraineté énergétique et les traités européens. Mais vous devez comprendre que le jour où à Cattenom, il y aurait un accident majeur, mon pays, ma nation, n'existe plus. Parce que si le vent est défavorable ce jour-là, 2/3 du minuscule territoire luxembourgeois vont devenir inhabitables. Donc, bien sûr, on peut dire, oui, so what, 300 000 personnes, on va trouver de l'espace quelque part en Europe. Mais il faut comprendre que cette dimension de la sécurité nucléaire, il faut comprendre que les voisins de la France, sur les centrales de Fessenheim, de Chooz ou de Cattenom, nous, on a un regard qui est un peu différent de certains, ou disons de l'establishment un peu nucléaire ou électrique en France. Et moi, je crois que dans le débat de la transition énergétique, il faut aussi intégrer que le prochain gouvernement allemand, ou ce gouvernement luxembourgeois, ou ce gouvernement belge, pour eux, c'est difficile d'accepter que ces réacteurs sont aux frontières et s'il y a un pépin majeur, c'est nous qui serons en première ligne beaucoup plus que les populations françaises. Et donc, dans ce débat sur la transition énergétique, je sais que certains vont dire « oui, mais on va prolonger les centrales, ça coûte, mais c'est moins que… Prenez la sécurité nucléaire et le risque d'accident sérieux. Et Madame Merkel, je vous rappelle, elle est physicienne de formation. Donc, après Fukushima, et un peu à l'image de certains professeurs aux universités en France, ils ont, depuis Fukushima, un autre regard sur la question. Et je crois que c'est important que dans ce débat, cette question soit aussi présente. J'ai l'impression que tout est fait pour la mettre sous le tapis, alors qu'en fin de compte, c'est quand même une discussion importante. Merci. Merci à vous. Alors, sachant que sur cette question, moi qui vois quand même beaucoup de monde dans ce débat, je trouve que c'est ceux qui en parlent le plus qui disent qu'on en parle trop.
ce qui est un peu paradoxal, mais le débat sur cette question-là, comme sur toutes les autres, est assez libre et sans tabou. On a reçu, il y a 10 jours, M. Poglio, et le prochain que nous auditionnerons sera M. Luc Courcel, le patron d'Areva, donc il me semble qu'on devrait quand même parler un peu de nucléaire avec lui. Ça me paraît être un des sujets. Voilà. En tout cas, merci infiniment, c'était très intéressant. Bonne soirée à tous, et donc on se retrouve effectivement le 16 mai. Et donc on se retrouve le 16 mai, puisque nous on relâche le 9 mai, c'est férié, le 16 mai avec Luc Courcel et peut-être François Chérec. Merci à tous.